Voilà pour ce film, fort en émotion, avec Olivia Ruiz dans le rôle donc de cette policière de la BAC confrontée à ce choix difficile entre protéger sa famille et l'éthique de son métier, de son engagement en fait au sein de la police. C'est un film évidemment, mais qui dit beaucoup du mal-être qui traverse aujourd'hui les rangs des forces de l'ordre. Les raisons sont multiples, on va en parler très largement ce soir. Manque de moyens, épuisement, le sentiment aussi d'être devenu en quelque sorte les mal-aimés d'une partie de la société. Signe de ce malaise, 27 000 policiers sont descendus dans les rues de Paris il y a quelques semaines pour crier leur colère et alerter contre l'inquiétante hausse du nombre de suicides. 54 déjà depuis le début de l'année, ce qui est évidemment très préoccupant. Alors, pourquoi ce sentiment d'abandon? Comment y répondre? Les annonces du gouvernement seront-elles suffisantes? Au-delà de la question des moyens, y a-t-il un malaise plus profond? On va donc en parler et en débattre avec nos invités. Bonsoir Anthony Caillé. Bonsoir. Vous êtes enquêteur à la brigade de répression du banditisme et secrétaire général du syndicat CGT Police Île-de-France. Merci d'être là. D'abord, peut-être un premier sentiment sur ce film. Est-ce que c'est conforme à ce que vous vivez, vous, dans votre vie de policier, ou est-ce que c'est en dessous de la réalité? C'est assez fidèle au quotidien que du flic. Voilà, vous avez retrouvé des choses de votre quotidien dans le film? Beaucoup de choses. Bien, et on va en parler de cette vie de policier. Bonsoir Perrine Saillé. Merci d'être là. Vous êtes compagne de policier, porte-parole du collectif, on en a beaucoup parlé, Femmes des forces de l'ordre en colère. Vous étiez d'ailleurs à la mobilisation du 2 octobre. C'est ça aussi, la réalité d'une compagne, d'une femme de policier, comme on le voit dans le film. On a honte du métier que se fait son mari ou son... C'est pas vraiment avoir honte, c'est une fierté, mais qu'on doit cacher pour notre propre sécurité, pour la sécurité de nos enfants. Mais il y a un point aussi qui est extrêmement important dans ce film, c'est la pression de ce métier au sein de nos vies de famille. Ouais. C'est un métier omniprésent et on doit s'adapter à ce métier. On doit faire pour le métier et pas avec le métier. Il y a là aussi des choses qui ont rappelé votre quotidien? Complètement. Par rapport aux horaires de flics, par rapport à ces rappels incessants, oui, on doit vivre pour la police, avec la police, oui. Bien, on parlera avec vous très largement de ce que c'est aussi d'être une épouse ou un compagnon de policier. Élise Vincent est également avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes journaliste au journal Le Monde, au service police-justice. Vous connaissez évidemment parfaitement ce monde de la police et vous êtes en contact quotidien avec des agents de terrain. Vous nous raconterez aussi votre ressenti sur le malaise qui traverse les rangs de la police. Christian Moana est à vos côtés. Bonsoir monsieur, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, très en pointe également sur le fonctionnement de la maison police. Et vous dites qu'il y a clairement un problème de définition de la mission et de hiérarchie. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Camille Chaise, bonsoir madame, vous êtes porte-parole de la direction de la police nationale et vous êtes vous-même commissaire de police. Merci de votre présence ce soir. Et on tentera avec vous d'apporter aussi, je le disais tout à l'heure, des réponses et d'essayer de comprendre comment on peut répondre à ce malaise qui grandit au sein de la police. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous aussi réagir comme à chaque fois, réagir sur les réseaux sociaux, le hashtag La Soirée Continue. Voilà, je voudrais d'abord qu'on débute avec un témoignage. C'est le vôtre, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez Dominique Chabot. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que ce n'est pas évident pour vous de parler de ce que vous avez vécu. Vous aviez un fils qui était policier. Oui. Et qui s'est donné la mort. Oui. C'était il y a quelques mois, je crois. Oui, Jean-François Blochet, mon fils, qui s'est donné la mort le 4 avril. Quel âge avait-il? 38 ans. Il avait 38 ans, mon fils. Donc il avait 18 ans de police, 5 ans dans le premier arrondissement de Lyon. Et après 13 ans à la BAC de nuit. Il avait une femme et 4 enfants. Ouais. Comment ils vont aujourd'hui? Ils vont, vous comprenez que 4 petits orphelins et puis une femme qui doit élever 4 enfants toute seule. Les enfants ont 13 ans, 10 ans, 7 ans et 3 ans. Donc ils sont détruits tous les jours, aussi bien mes petits-enfants que moi-même, ma fille, mon ex-mari, mon fils. C'est un combat tous les matins. Vous aussi? Oui. C'est très dur. Très dur. Donc je me bats pour ça, pour aider nos forces de l'ordre, pour montrer leur mal-être. Merci infiniment d'être là parce que c'est important aussi de donner à voir ce que c'est que la réalité de la police avec ces drames. Je le disais tout à l'heure, ces chiffres absolument démentiels, 54 policiers qui se sont donné la mort depuis le début de l'année. Mon fils était le 24e suicidé. Et parce que j'ai eu quand même quelques personnes du gouvernement au téléphone, ils m'ont dit on fera tout pour arrêter les suicides.
Ça continuera pas. Et je vois qu'on est au 54e suicidé à l'heure qu'il est. Vous venez d'une famille, une grande famille Une grande de famille policiers. de policiers, oui. C'est-à-dire que Jean-François a eu sa vocation de la police par rapport à son grand-père. Mon papa il était était déjà policier, policier. voilà. Ouais. Son oncle, ses 2 oncles, son papa aussi. Et j'ai une nièce qui est encore en activité dans la police actuellement. Policier de père en fils. Voilà, tout à fait. Comment il en parlait, lui, de son métier? Il en a été très fier de son métier. Il voulait faire ça depuis tout Ah petit? oui, depuis tout petit. Il voulait aider les citoyens. Il avait des vraies valeurs de la France, mon fils. C'était quoi sa vie au quotidien, à votre fils? Sa vie au quotidien, mon fils, policier. c'était... donc, il avait déjà un week-end sur 6 de congé. Un week-end sur 6, ce qui veut dire que il n'avait presque pas de vie de famille. Quand on travaille la nuit, c'est épuisant. Un organisme 13 ans de bac de nuit ne peut pas tenir. C'est pas possible. Quand on parle de nuit, c'est des horaires qui vont de quelle heure à quelle heure? De 21h, ils finissent à 6h du matin. Avec une mission particulièrement exposée la nuit, Bien j'imagine? sûr, la BAC sur Ouais. Lyon, enfin la BAC, c'est bien connu que c'est quand même, ils sont très exposés. Bon, après, moi je pense que la vie professionnelle a un impact sur la vie privée. Donc quand j'ai entendu, je vais le nommer, Monsieur Morvan, qui a dit que c'était la vie privée qui impactait sur la vie C'est le professionnelle. directeur général de la police nationale. Voilà, exactement, donc c'est l'inverse. Toute profession confondue, quand la vie professionnelle ne va pas, il y a un impact sur la vie privée. Et comment il gérait ça, lui, votre fils, pendant ses 13 ans? À ses 13 ans, Avec ses ça a horaires été une décalés. cocotte minute, en fait. Il a toujours accepté, il a rien dit, il s'est pas confié. Il s'est pas confié à ses collègues, parce qu'un policier ne se confiera jamais à ses collègues. C'est vrai qu'on dit communément qu'il y a beaucoup de pudeur au sein de la police. C'était le cas aussi de votre fils. Il avait du mal à parler de ce qu'il Il ne ressentait. parlait pas de ses collègues. Vous savez, je suis restée en contact Pas avec à ses vous. collègues. Pas à moi non plus. Pas à son épouse. Pas à son épouse non plus. Il parlait jamais de son métier. Et la veille de son décès, il passe encore des textos comme si de rien n'était. Mais jamais j'aurais imaginé. Il avait eu sa sœur au téléphone aussi 48 heures avant. Tout se passait très bien. Jamais on n'aurait imaginé qu'il allait passer à l'acte à ce jour-là. Vous l'expliquez aujourd'hui, son geste? Non. Je me pose des questions par rapport à son travail, et c'est pour ça que je me bats. Je suis vice-présidente de l'association Police en détresse, Police en souffrance, pardon. Et je pense que les policiers ont besoin de ces associations pour se livrer, pour pouvoir parler librement, sans représailles, sans mise au placard, voilà. C'est mon ressenti. Et votre fils, il l'a expliqué, son geste? Mon fils nous a laissé une lettre comme quoi il en Il a pouvait laissé une plus. lettre? Oui, comme quoi il en pouvait plus. De quoi? De mon métier? Il l'a pas spécifié. J'en peux plus. Et vous, c'est comme ça que vous l'interprétez? Moi, oui. Oui. J'ai trop vu la vie qu'il menait, mon fils. Il n'avait jamais de répit, jamais. Jamais. Puis quand vous pensez que c'est des hommes qui sont pas respectés, ni de la population, ils sont haïs par la population. Ouais, on en parlera tout à l'heure Mon de fils, la mon fils, perception voilà. qui change au sein de l'opinion publique. On sait qu'il y a une grande fraternité au sein de la police entre les collègues. On dit Tout à souvent fait. que c'est une grande famille. Oui. Comment ils ont réagi, ces collègues, quand ils ont appris Quand ils ont appris le disparition décès, de votre fils? ils ont été. Il y a eu une cellule psychologique qui s'est formée à Montluc, à Lyon. Ouais. Le jour de ses obsèques, ils étaient tous là. Il y avait Et 300 eux non plus policiers qui n'avaient sont été là. rien perçu, rien ressenti Rien. dans son comportement qui laissait Rien. présager son geste? J'ai eu encore son meilleur ami qui est dans la police, qui travaille avec lui toutes les nuits. Il m'a montré les textos que mon fils lui avait passés la veille. Il n'y avait rien. Il était bien. Mais vous savez, je suis suivie par un psychiatre, Ben, c'est bien. qui est le professeur Terra, qui s'occupe on de la traverse cellule une- psychologique avec M. Castagnère. Ouais. Donc, M. Terra m'a dit qu'une personne qui est en phase de passer à l'acte, ça se voit pas de toute façon. Il fera tout pour qu'on ne décèle rien du tout. Et mon fils, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Et à un moment donné, il avait décidé de passer à l'acte. Il ne savait pas quand, mais il savait qu'il allait le faire. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on ressent, Anthony Caillé, quand on a un collègue, un confrère, quelqu'un de la police, qu'on connaît ou pas d'ailleurs, parce que la police est une grande famille, qui met fin à ses jours? Qu'est-ce qu'on ressent? La colère, l'incompréhension,
On est perdu, c'est une situation qui nous échappe complètement. C'est très compliqué d'expliquer quelqu'un puisse avoir ce geste aussi grave. Voilà, aujourd'hui, le constat, c'est 54 policiers. Quand on a un chiffre qui est aussi élevé, il n'y a pas un flic en France qui n'a pas dans son entourage, malheureusement, connu le suicide d'un collègue ou d'une collègue. Donc oui, forcément, vous y pensez. Ouais. C'est quelque chose qui, en plus, cette année, nous quitte vraiment pas. Et vous, ça vous est déjà arrivé à titre personnel de tout balancer, de dire « j'ai envie de changer de métier, j'en peux plus » Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas dans des proportions, pas d'idées noires. Mais évidemment, ouais, c'est un métier qui est très très difficile, qui prend énormément de temps. Et puis, c'est un métier où il y a un management moyenâgeux, il faut le dire. Quand vous travaillez 5 week-ends sur 6, quand vous êtes rappelé, c'est pour ça que je vous disais, le téléfilm, le film est assez, la fiction est assez fidèle sur cette fameuse scène où l'actrice principale est rappelée le soir alors qu'elle a promis à son fils de rentrer une énième fois. Et voilà, c'est des choses qu'on vit au quotidien, ça. Vous diriez que c'est l'un des éléments qui pèse le plus sur le moral des policiers? C'est très compliqué, vous êtes désociabilisé quand vous êtes policier. C'est-à-dire que vous sort de la société. On est coupé de la société, on est coupé des autres. On est coupé de la société. C'est pour ça que les flics et les policiers se retrouvent ensemble. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils vont en vacances ensemble. Comment vous faites, vous, pour concilier votre vie de flic, ce quotidien dont vous parlez, le surmenage éventuel, avec la vie de famille? C'est assez compliqué. Il peut y avoir plusieurs échappatoires. Pour les plus chanceux, c'est d'avoir une mission qui lui permette d'avoir plus de week-ends de repos, puisque toutes les missions de police ne sont pas là-dessus. Et voilà, donc il y a ça. Et puis après, moi je suis syndicaliste, donc je pense aussi que c'est un exutoire. Ça permet de dire les choses beaucoup plus facilement que si vous n'aviez pas l'étiquette syndicale. Avec un taux de séparation ou de divorce, parce que c'est ça aussi l'impact sur la famille, on en parlera tout à l'heure avec vous, Perrine, mais qui est très important. Je crois que c'est 70% de taux de divorce, là où pour la population c'est 45%. L'impact est réel sur la famille. Bien sûr. Peut-être un premier mot de commentaire, Élise Vincent, sur ce qui a changé peut-être dans la condition des policiers par rapport à il y a 20, 30, 40 ans. Oui, effectivement, quand on écoute tous ces témoignages, le malaise, là on en parle ce soir, mais c'est quelque chose de très ancien. On peut dire que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on sait que ça ne va pas au sein de la police et de la gendarmerie. Il faut aussi en parler. Et on a quand même le sentiment qu'il y a une bascule qui s'opère. Il y a une bascule qui est en train de s'opérer parce qu'on a des couches de problèmes qui se sont superposées les unes aux autres sans jamais qu'on réussisse à y répondre. Ce qui s'est passé très récemment, c'est notamment cette fameuse crise des Gilets jaunes, on l'a appelée comme ça, qui a démarré il y a pratiquement un an, dans quelques jours, et qui a sursollicité les forces de l'ordre, et en particulier les week-ends, les samedis, et donc ces moments précieux en famille. Et du coup, ça a accentué les tensions qui préexistaient à cette crise. Christian Moënard, comment est-ce que vous le qualifiez, vous, aujourd'hui, ce malaise? Il est profond, il est irréversible, il est historique, il est profond, d'autant que, comme ça vient d'être dit, il ne date pas d'aujourd'hui et qu'un certain nombre de réformes qui ont eu lieu par le passé ont plutôt accentué les problèmes qu'apporté des solutions. On a parlé pendant une période de la politique du chiffre où on voulait faire que les policiers soient performants. Ça a quand même beaucoup désorganisé les structures. Ça a aussi un peu cassé le rôle de la hiérarchie. Et puis, je pense que dans la crise des Gilets jaunes, comme dans la crise de la loi travail, il y a un autre phénomène qui est que c'est pas seulement contre la délinquance qu'on lutte, mais contre des gens dont on partage peut-être une partie des idées, ou en tout cas qui viennent des mêmes milieux sociaux. Camille Chess, vous êtes porte-parole de la direction de la police nationale, vous êtes vous-même commissaire. Peut-être d'abord une première réaction de ce que vous aussi vous vivez en tant que policière, en tant que commissaire. Est-ce que vous comprenez, vous dirigez des hommes, vous dirigez des femmes, des policiers, est-ce que vous comprenez, vous entendez ce malaise qui gronde au sein de la police? Je dirige des femmes et des hommes, mais surtout je vis avec eux au quotidien. Alors là, je suis plutôt dans des missions dites de bureau, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais en commissariat sur le terrain. Et donc je pense que le constat, on met tous des mots différents, mais on sait que notre police, elle est en souffrance, que ce soit sur des cycles horaires, sur la question des suicides. Et madame, au nom des policiers et toute la police, je voulais vous dire qu'on pensait vraiment à vous et à vos proches dans ce que vous vivez. Donc tout ça, on le sait. Et le constat, même si on met des mots différents, on le partage. Mais on a eu le sentiment que la direction de la police nationale avait mis du temps à prendre conscience ou à réagir face
face à ces drames? Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que depuis 2015, on est sur tous les fronts. La lutte contre le terrorisme, on a été hyper mobilisés et c'était nécessaire et on l'a fait avec détermination, avec présence constante et tous les policiers à ce moment-là se sont dit notre mission, quelle que soit la direction dans laquelle je travaille, quel que soit mon grade, c'est de lutter contre le terrorisme. Après, on a eu la pression migratoire, les vagues d'immigration clandestine contre lesquelles il a fallu lutter. Et là, comme le disait Élise Vincent, samedi après samedi, on doit être présent depuis 1 an sur des missions d'ordre public avec des policiers spécialisés, les CRS et les gendarmes mobiles, mais aussi il faut être au commissariat, recevoir le mieux possible les victimes, continuer à lutter contre les petits actes de délinquance, le grand banditisme qui perdure. Donc la police est sur tous ces fronts et oui, il y a une fatigue, il y a un épuisement qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça qu'il y a des réformes maintenant à mener, il y a des problèmes qu'il faut prendre à bras le corps avec et une cellule psychologique qui existe, qui a été créée il y a quelques années, et puis un numéro vert, je crois, qui a été mis en place depuis début septembre pour la prévention du suicide des policiers. Sur la question des suicides. On va voir s'afficher, c'est le 0, je le donne quand même, c'est important, 0805 230 405. Alors c'est un numéro où il y a des donc c'est H24, un numéro vert, on peut appeler qu'on soit policier ou famille de policiers, et c'est des psychologues en dehors de l'administration qui répondent. Donc il y a une certaine indépendance par rapport à l'administration. Donc faut le savoir, faut le diffuser. Moi sur la question du suicide, j'aurais une opinion un tout petit peu différente de celle de mon collègue. Moi, ça fait que 10 ans que je suis dans la police. Il y a 10 ans, quand je suis rentrée, on n'en parlait pas. On a commencé à en parler il y a quelques années. Et pourtant, ça existait déjà. Ça existait déjà. Et maintenant, on parle assez librement, je trouve, entre nous, malgré tout. Alors, peut-être pas dans toutes les unités, mais on parle même de la dépression. Et quand un collègue dit « je suis fatigué, j'en peux plus », ses collègues l'entendent. Et je crois que cette prise de conscience, grâce à ce que vous faites, grâce à toutes les paroles de la société civile aussi, qui se sont mis mobilisés pour en parler, je pense que ça marque. Et aujourd'hui, tous les policiers, quel que soit le grade, quelle que soit la direction, savent que ça existe et font davantage attention à leurs collègues. La parole se libère aussi dans la rue. Ça, c'est nouveau. Cette colère, elle s'est exprimée, on l'évoquait tout à l'heure, le 2 octobre dernier. 27 000 policiers dans les rues de Paris. C'est tout à fait inédit pour dénoncer le drame des suicides donc, et le manque des moyens. Je voudrais qu'on écoute ces quelques témoignages qu'on a recueillis et puis on en parle après. Policiers, 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 policiers. Tous les policiers ont convergé vers Paris, place de la Bastille, pour exprimer notre colère. Notre colère pour un tas de raisons, pour la stigmatisation du policier, pour les 51 suicides. Et l'année n'est pas terminée pour cette haine anti-flic, pour toutes ces raisons. Aujourd'hui, on veut dire stop. On veut envoyer un signe fort au gouvernement. On veut exprimer notre colère et ça ne fait que commencer. On est tous ensemble, c'est ce qu'il faut. Trop de suicides, ça suffit. Ça suffit. Trop de familles endeuillées, trop d'enfants malades, handicapés, il faut aider par ci ou par ça. À un moment donné, il faut que les pouvoirs publics prennent conscience des choses et qu'on nous soutienne. Voilà, c'est ce qu'on réclame et c'est pour ça que tout le monde est uni. Tout le monde est uni aujourd'hui. Et c'est ça, c'est l'unité. C'est quelque chose de latent, c'est un volcan, une cocotte minute qui bouillait et qui est en train d'exploser aujourd'hui. Et si on n'est pas entendu aujourd'hui, nous irons vers des actions beaucoup plus radicales que des manifestations. Une réaction, Anthony Cayet, là, juste sur ce témoignage, des actions plus radicales, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, je ne sais pas. On va peut-être inverser les rôles sur les week-ends des Gilets jaunes, non Mais vous partagez ce que dit ce monsieur? C'est-à-dire que vous irez plus loin, vous, les policiers, vous, les syndicats, si jamais vous n'êtes pas entendus? Alors, moi, j'appartiens à une organisation syndicale où on est déjà mobilisé un certain nombre de fois. Donc, et pas que sur une date, voilà. Enfin, vous disiez c'est nouveau, c'est pas nouveau. Hein, les manifestations de policiers dans la rue, c'est quand même assez nouveau par son ampleur. C'est rare. Mais c'est rare. Mais c'est pas nouveau. Ça a déjà existé par le passé. Mais oui, c'est une cocotte minute. Ça, c'est une évidence. Alors, les conditions de travail, c'était un mot d'ordre qui revenait. Parce que j'y suis allé à cette manifestation pour regarder, pour observer. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un mot d'ordre qui était sur les conditions de travail, c'est-à-dire des commissariats dégradés, des voitures qui ne fonctionnent pas. Mais ça existe. Bien sûr que ça existe. Allez dans les commissariats parisiens, qui sont en plus, à mon avis, les commissariats les plus riches de France, sont dans un état de délabrement, c'est exécrable. Je suis encore allé ce matin dans 2 commissariats parisiens. C'est vraiment, voilà, les gens se changent dans des mini-casiers dans les sous-sols, il y a de la flotte partout. Enfin, il y a des bestioles qui grimpent au mur. C'est aussi ça qui vous raconte, Perrine Salé, votre compagnon, qui est policier? Ah, complètement. On a des murs qui s'effondrent. C'est arrivé à Fontainebleau. On a une partie d'un mur qui s'est complètement effondré dans un commissariat. Bon, là, c'était pas forcément le plus dramatique. Il y avait personne qui a été blessé. Vous avez aussi des véhicules tellement obsolètes
que ça engage la sécurité de nos hommes et nos femmes qui sont sur le terrain. La dernière fois, mon compagnon m'a envoyé un message pour me dire que le siège du passager avant, enfin du conducteur, ne tenait pas. Imaginez si vous avez une collision, si vous freinez brutalement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vie d'une femme de policier? Comment est-ce qu'on vit le danger auquel il est exposé, le malaise dont il est peut-être victime et dont il ne parle pas? Je ne sais pas si c'est le cas de votre compagnon. Alors, moi, j'ai de la chance là-dessus. Il en parle. Il en parle. Il en parle, mais pas tout. Alors, ça va varier. Effectivement, il y a ces problématiques matérielles. Ça, c'est une problématique qui peut venir à la maison facilement. Par contre, les autres problématiques qui sont beaucoup plus profondes, elles ne rentrent pas à la maison. Et là, je pense, parce que mon compagnon est en civil sur les manifestations, malheureusement, on a subi principalement ces samedis avec une surmobilisation, des rappels, quelque chose de vraiment incessant, sinueux aussi, parce que ça s'immisce dans nos vies. C'est des débats qui sont interminables. Donc effectivement, il y a terre le métier qui revient fréquemment. Quand vous dites terre le métier, ça veut dire quand on lui dit tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou quand on vous dit à vous, qu'est-ce qu'il fait votre compagnon dans la vie, vous dites pas il est policier. Alors moi maintenant je le dis, puisque je le dis publiquement, mais effectivement on évite un maximum de le dire. Parce que quoi sinon? Vous ne savez pas qui est-ce que vous avez en face de vous. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous et quel va être le point de vue de cette personne sur la police. Je me suis déjà vue en soirée avec des amis d'enfance qui, en fin de soirée, un peu alcoolisés, me regardent en me disant qu'ils vont me casser la gueule parce que je suis femme de flic et parce qu'en plus de ça, je défends la police. Aujourd'hui, avec les associations, avec une certaine exposition, vous avez la présidente de notre association et moi-même qui sommes menacées de mort. Vous avez des femmes de flics qui sont menacées de mort sur les réseaux sociaux. Vous avez une haine sinueuse qui est présente. Et vous? Vous avez peur pour votre compagnon? Non pas parce qu'il est policier, mais dans l'exercice de ses missions du quotidien. Justement, c'est une très bonne question parce qu'il y a l'exercice du métier, on sait que c'est dangereux d'être policier. Ça, on l'a tous admis. Ça, on l'a tous accepté. Dès qu'on est avec un policier, on sait que c'est dangereux. On sait qu'il peut y avoir une mort en service. Mon compagnon me disait qu'à sa sortie d'école, leur formateur leur disait « Voyez, sur toute la section, vous avez 30 gardiens de la paix. Sur ces 30, vous allez en avoir une dizaine qui va mourir en service. » Soit mort en service, soit suicide. Dans notre entourage, on a déjà 2 personnes proches qui sont décédées par ce fléau qu'est le suicide. Pour moi, aujourd'hui, ma plus grande des peurs, c'est le suicide. Vous imaginez juste pas ce que c'est que de vous lever le matin avec votre téléphone et de vous demander qui va être la prochaine veuve. Combien est-ce qu'il va y avoir d'orphelins ce matin? Et ça, vous en parlez avec lui? Évidemment. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu tellement douloureux et en même temps presque banal qu'on comptabilise, entre guillemets, les morts en regardant un petit peu ce qui se passe et en étant un peu alerté de ce qui peut se passer ailleurs. Donc quand vous avez un collègue et votre compagnon qui appelle et qu'il est minuit en disant ça va pas ou tel collègue répond pas à son téléphone, vous avez la voiture qui part d'un coup. Vous cherchez même pas à comprendre. Puis même pour moi, c'est logique. J'aimerais qu'on vienne porter secours à mon compagnon si demain il se passe le moindre problème. Sauf que ça a déjà pu arriver. Et il y a peut-être un événement qui a marqué un point de bascule. C'est ce qui s'est passé à Viry-Châtillon en octobre 2016. Des policiers, on s'en souvient, sont violemment pris à partie dans un guet-apens. 2 véhicules sont incendiés avec à leur bord 4 agents qui seront gravement brûlés. Ce qui avait provoqué, à l'époque, on s'en souvient, et aujourd'hui encore, une onde de choc dans la profession et dans l'opinion. Regardez. Ce jour-là, j'étais chez moi. Et j'apprenais tristement ce qui s'était passé pour mes collègues brûlés vifs. J'ai reçu un coup de téléphone d'un collègue qui était sur place en disant que les collègues avaient subi une attaque et que c'était très 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 grave. Pauvre collègue, il était là, il regardait juste une caméra et il s'est retrouvé cramé dans une voiture. Ils étaient là pour protéger une caméra de surveillance, régulièrement détruite par de jeunes habitants du quartier de la Grande Borne. Ce 8 octobre 2016, à Viry-Châtillon, au sud de Paris, 2 voitures de police sont attaquées et brûlées au cocktail Molotov. 2 policiers sont grièvement blessés. L'un d'entre eux est toujours en rééducation. J'ai trouvé ça
abusé, que des îlotiers se fassent brûler pour avoir protégé une caméra. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon compagnon. On est là pour aider les gens, mais au final, on devient des cibles. C'est très fort ce qu'il dit, ce monsieur. On est là pour aider les gens, mais au final, on devient des cibles. Camille Chess, comment vous réagissez à ça? Tout à fait. On est sur un grand écart que font les policiers. Les policiers rentrent dans la police pour protéger les gens, intervenir, enquêter. Ils se retrouvent face à une haine importante. On va en parler ensemble, mais je voudrais juste tempérer un petit peu le désamour que vous évoquiez. Les policiers se sentent mal aimés parce qu'ils rencontrent la violence, la misère humaine, la souffrance. Les victimes aussi qui, des fois, trouvent que la réponse judiciaire ou la réponse policière n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et en même temps, quand on fait des sondages statistiques, la cote d'amour pour la police est toujours extrêmement élevée. Une cote de confiance, c'est-à-dire qu'il y a 72% des Français qui ont confiance en leur police et qui les soutiennent. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe autour du jugement, autour des forces de l'ordre. Et parmi les qualités que les Français donnent aux policiers, c'est leur courage et leur dévouement qui est réel. Donc je voulais quand même juste le rappeler parce que la perception est des fois un peu biaisée parce qu'on voit la haine sur les réseaux sociaux qui est extrêmement importante. Que n'a-t-on entendu sur les réseaux sociaux? Que ne lit-on tous les jours? Et médiatiquement, on a tendance à mettre le focus, à avoir un effet loupe sur les événements marquants comme à Mantes-la-Jolie la semaine dernière. C'est ça qu'on voit principalement. Mais madame, je vous pose la question parce que c'est aussi le ressenti des policiers et c'est ce qui est exprimé le ressenti ici ce soir. Et même l'intégration de ce désamour, alors que ce n'est pas le cas pour les citoyens normaux, j'allais dire, qui eux savent à quoi sert la police, savent qu'on a besoin d'elle et savent la trouver quand Christian Moena, comment vous l'expliquez, vous, ce paradoxe et ce rapport un peu ambivalent des Français avec leur police? Et tout d'abord, dire que le diagnostic qui date pas d'aujourd'hui, puisqu'il a été fait la première fois en 1977 par Alain Peyrefitte, ministre de la Justice, qui constatait ce divorce entre la police et la population. Et c'est intéressant de voir que tout à l'heure, quelqu'un disait on vit entre policiers et c'est quand même un sentiment très fort quand on regarde dans certains secteurs, y compris des secteurs difficiles, combien des gens ont envie de dire qu'ils apprécient la police, mais ce discours est un peu étouffé par le bruit que font ceux qui n'aiment pas la police, qui ont des raisons plus ou moins claires de le faire. Mais en tout cas, ce qui est étrange, c'est comment cette police a du mal à trouver comment s'appuyer sur la partie de la population qui les soutient pour travailler avec eux. Oui. Et je pense que c'est aussi un problème de l'organisation policière qui, en fait, donne des injonctions contradictoires à ses agents. Je pense que c'est une organisation qui a du mal à définir ce que doit être le sens du métier de policier. Mais vous diriez qu'ils sont devenus quand même d'une certaine manière le bouc émissaire de la société à travers la police. C'est l'État, en fait, qui est visé? Bien entendu. La police est le représentant de l'État dans des secteurs où, comme l'école, quelque part, il ne reste plus que l'école et la police. Ouais. Donc, quand on veut protester contre l'État, pour certains qui n'ont pas les moyens de protester peut-être plus intelligemment, je dirais, la seule façon de faire, c'est de s'exprimer d'une part par la violence verbale ou violence physique, mais de s'exprimer contre ceux qui représentent l'État. Et de facto, le policier représente l'État, qu'il le veuille ou non, il est obligé d'obéir aux ordres. Élise Vincent. Oui, effectivement, moi, c'est dans ce sens-là. Mais en fait, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Je pense que le malaise au sein des forces de l'ordre est un malaise qu'on retrouve dans d'autres grands corps de l'État. On le retrouve dans la fonction publique hospitalière ou dans l'éducation nationale. Sauf qu'effectivement, au sein des forces de l'ordre, ça prend des proportions beaucoup plus dramatiques parce qu'il y a cette arme de service et qu'il peut y avoir ces passages à l'acte avec le suicide. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a toutes ces couches de problèmes, mais comme aucune n'a été résolue, le désamour actuel, en fait, vient un peu couronner le tout et peut-être quelque part que les forces de l'ordre supporteraient mieux leurs mauvaises conditions de travail, la question des cycles horaires, s'il n'y avait pas ce désamour. Et ça vient vraiment se surajouter, et c'est ça aujourd'hui peut-être le sujet prioritaire à régler pour eux. Je voudrais mettre en image cette évolution quand même de la perception aussi de certains Français, pas tous, évidemment, il faut nuancer. Regardez ces deux images. D'abord la première, c'est une séquence dont on se souvient tous, c'était le 11 janvier après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hyper-cachère. Il y avait eu cette grande marche, cet élan d'union nationale dans le pays et ces Français qui avaient accueilli, enlacés pour certains, regardez ici 4 ans plus tard, alors c'est une photo, il y en a évidemment plein d'autres, lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Paris. On est plutôt là, dans la haine, dans l'invective, Anthony. Vous disiez tout à l'heure, vous disiez que les policiers étaient victimes justement de cette haine et qu'ils ne rencontraient pas le panel de Français qui ont une bonne opinion des forces de l'ordre. Mais ça, c'est logique puisqu'on leur a
supprimé cette mission. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait une mission de prévention. Vous aviez les îlotiers, vous aviez la police de proximité. Ces missions-là n'existent plus. Donc forcément, vous n'êtes plus face à ce public-là. Le seul public maintenant auquel vous avez affaire, ce sont les délinquants. Et donc, on tombe mécaniquement dans un cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui, le policier n'a affaire qu'à ce type de population et que c'est l'effet boule de neige. Est-ce que ce rapport à la police d'une partie de la France et cette perception d'une partie des Français, est-ce que c'est lié aussi, pour rejoindre ce que disait Christian tout à l'heure, à la doctrine du maintien de l'ordre qui est mise en place depuis plusieurs années en France et qui demande aux policiers d'aller plus au contact? On est plus dans la répression qu'on a pu l'être par le passé et ça donne des images qui peuvent aussi, d'une certaine manière, porter préjudice à l'image de la police. Exactement. Mais avant ça, il y a surtout eu la politisation par un candidat à la présidence de la République qui a donné cette image-là avec une phrase très cinglante, très choquante, qui était de nettoyer au Karcher les cités. Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer. Voilà, exactement. Donc quand on est l'un des premiers responsables du gouvernement et qu'on prétend à la fonction suprême, on ne peut pas emmener sa police nationale républicaine sur ce type de slogan. C'est pas possible. Et depuis ce jour-là, on n'a pas fait machine arrière. Et ça se ressent exactement ce que vous disiez aujourd'hui dans la gestion des maintiens de l'ordre. On n'est plus sur un modèle de pacification aujourd'hui de la gestion de la foule. On est sur un modèle très oppressant. Camille Chaise, on a perdu le contact entre les policiers et les Français, le sens de la mission qui s'est Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de missions de prévention, de proximité qu'on a laissées à d'autres, comme les policiers municipaux, pour nous recentrer sur le cœur de métier, la petite délinquance, la grande délinquance et la tenue des commissariats. Par exemple, quelque chose qui était le point école, c'est-à-dire le policier qui faisait rentrer à l'école les parents, etc., sur les sorties d'école. Plus aucun policier national le font aujourd'hui. Alors, ça peut avoir du bon, ça veut dire qu'on est plus sur notre cœur de métier, on a plus de temps et de disponibilité pour les citoyens sur des choses plus graves, mais on a perdu ce contact. On y revient progressivement avec la police de sécurité du quotidien, où cet îlotage revient sous des formes différentes, où il y a plus de contact avec les commerçants, où il y a une police qui se veut être plus disponible, plus à l'écoute. Vous diriez que c'est ça la clé, c'est le contact avec la population? La clé pour moi, c'est le contact et c'est renouer du dialogue et aussi expliquer notre action. Si on revient sur le champ du maintien de l'ordre, on s'est rendu compte assez rapidement, après les premiers samedis avec les Gilets jaunes, que les gens en fait ne connaissaient pas le fonctionnement du maintien de l'ordre à la française et par exemple ne connaissaient pas le fonctionnement des sommations. Quand on demande aux gens de se disperser, c'est la loi, ils doivent le faire. Mais ils ne connaissaient pas. Donc je pense qu'en fait, il ne faut pas seulement travailler dans notre cœur de métier. Sur le maintien de l'ordre avec des images qui ont pu porter préjudice à l'image de la police. Tout à fait. Il ne faut pas seulement être sur notre cœur de métier, mais il faut aussi l'expliquer, expliquer comment on applique la loi. Et ça veut dire du dialogue avec les gens. Élise Vincent, sur ce point. Oui, effectivement, je pense que c'est une des grandes nouveautés, mais en tout cas, le moindre dérapage aujourd'hui des forces de l'ordre est médiatisé dans la minute. Et donc aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur au sens large ne sait pas répondre à ça. Et ça crée un sentiment de deux poids, deux mesures au sein de la population française. Et c'est là le vrai problème. Et ce n'est pas des fois qu'un sentiment, puisque quand on regarde assez précisément le nombre d'enquêtes administratives ouvertes ou le nombre d'enquêtes judiciaires, on voit que la réponse n'est pas forcément la même. Par exemple, si on prend juste le cas des Gilets jaunes, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de Gilets jaunes poursuivis et condamnés sur le plan judiciaire, je suis précise, que de policiers. Certes, il y a des enquêtes administratives ouvertes. Qui sont en cours. Mais souvent, elles sont en cours, elles n'aboutissent pas toujours. Ou sinon, on reste au niveau du blague ou de l'avertissement administratif ou sur du simple rappel à la loi sur le plan judiciaire. Et ça crée un malentendu. Sur la politique du chiffre, cette pression du résultat, même si officiellement on l'a abandonnée, mais on dit que cette politique du chiffre, dans la réalité, elle continue à perdurer. Il vous en parlait, ça, votre fils Dominique, Tout à fait. de ce poids du résultat, de la pression du résultat, et puis ce sentiment parfois peut-être de ne servir à rien, d'être mobilisé sur des petites missions, alors que les gros poissons, comme on dit dans le jargon policier, sont toujours dehors. Tout à fait. Il nous le disait très souvent. Il disait que de toute façon, son métier, c'était de vider l'océan avec une cuillère à café. Il me dit, de toute façon, on n'est pas considéré. Il disait, excusez-moi. Je vous en prie. Prenez quelques minutes. Anthony, je vais vous poser la même question et on va laisser Dominique reprendre ses esprits quelques minutes. Cette politique du chiffre, comment elle se matérialise pour vous au quotidien? Elle a transformé radicalement la police et les missions de police. Quand il y a eu ça de mis en place, ça a permis
de noter les hiérarques policiers, de mettre un baromètre en place et de donner des informations, soit à l'édile de la commune, soit aux magistrats, faire des chiffres, soit des stats, exactement. Connaître les résultats de son commissariat. Exactement. Comment voulez-vous faire marcher en arrière aujourd'hui ? C'est très compliqué. Le politique sur place ne va pas l'entendre. Et ça, sur l'humain, comment ça se matérialise sur les hommes et sur les femmes ? Sur l'humain, ça se matérialise par des demandes d'interpellation de petits dealers, de petits porteurs de shit, d'étrangers en situation irrégulière. C'est des petites affaires qui sont très vite faites. Qui sont un fait constaté, un fait élucidé pour quelqu'un qui est en train de fumer. C'est dit fumer. aussi clairement que ça, de la part du supérieur ? Non, jamais. Alors c'est dit comment ? Ça sera jamais dit clairement. On vous fera toujours comprendre que ça serait mieux de faire mieux aujourd'hui que la veille. Voilà. Et puis si vous faites pas mieux ce jour-là, le lendemain on vous fera comprendre que le samedi, au lieu d'être chez vous, vous serez sur une mission gilet jaune. Donc on finit par faire. Et donc on finit par faire, bien sûr, évidemment. Vous ne pouvez pas vous sortir de ça, c'est très compliqué. Répond à ça, Camille Chaise ? Alors je suis désolée, mais la politique du chiffre, elle n'existe pas. Je ne dis pas qu'elle n'a jamais existé, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Moi, je fais partie de cette génération de commissaires de police qui ne l'ont jamais appliquée. J'ai eu cette chance. Ouais. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans certaines situations, vous parlez du petit dealer de cité qu'il faut aller interpeller. Dans certaines situations, quand vous avez une forte pression des riverains, une forte pression des élus municipaux, ça peut servir à quelque chose d'aller arrêter 3-4 dealers en bas de chez eux, parce que ça va être quelques jours de tranquillité pour les riverains et pour montrer que la police est présente. Il y a différentes stratégies de sécurité et de police mises en place. Les gros poissons, la police judiciaire qui fait extrêmement bien son travail et qui monte des opérations de longue haleine avec des écoutes et des systèmes très complexes. Et puis, il y a la sécurité publique qui, au cas par cas, peut faire des patchs ou des petites enquêtes de moins longue haleine. Donc vous dites que ça n'existe plus aujourd'hui ? La politique du chiffre, objectivement, je suis désolée, n'existe plus en tant que telle. Après, les commissaires de police et les cadres de la police nationale en général demandent aux brigades de travailler. Si au bout d'une semaine, une brigade ne ramène pas de personnes interpellées, ne trouve pas d'initiative des actes de délinquance, des infractions, on peut se dire qu'il y a un problème sur cette brigade si elle n'est pas sur une affaire ou sur une filature particulière. Pardon, j'insiste. Donc voilà, la politique du chiffre en tant que telle n'existe plus. Après, toujours pour les commissaires des primo-résultats qui peuvent être... Tout à fait, et je m'en excuse, mais elles ne sont pas indexées sur des chiffres comme les gardes à vue ou le nombre d'interpellations. Elles font partie, elles sont données sur d'autres compétences, des compétences de management par exemple, qui sont de plus en plus importantes chez les commissaires de police. Quels sont les items ? Écoutez, il y en a plusieurs et ça reste à la discrétion effectivement de nos supérieurs. Mais les critères tels que le nombre de gardes à vue, le nombre d'interpellés, le nombre d'affaires de stupes ne sont pas pris en compte. Par contre, s'il y a un réseau démantelé en matière de stupéfiants sur un quartier, ça peut-être permettre effectivement au cadre d'obtenir votre sentiment, c'est pas un sentiment, parce que j'ai travaillé sur cette question de la politique du chiffre. Alors effectivement, elle a été très 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 forte jusqu'à il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Ça se joue autrement. C'est que, en fait, les commissaires, on leur demande de faire du management, mais je dirais qu'ils ne sont pas vraiment formés à ça. L'école des commissaires de police forme très mal au management. On forme à un management technocratique. Et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres instances de l'État. On forme les gens à gérer des chiffres du nombre. On ne les forme pas à une approche humaine des choses. C'est quelque chose qui revient assez souvent quand on parle des problèmes de la police, c'est-à-dire la formation, que ce soit pour les chefs et les gradés, mais aussi pour les gardiens de la paix, c'est-à-dire qu'on les forme à une mission qui n'est pas la mission à laquelle ils vont être confrontés sur le terrain. En plus, il y a eu des réformes à la fin des années 90, je ne rentrerai pas dans le détail, mais où les anciens inspecteurs de police sont devenus en quelque sorte, pour dire les choses rapidement, les chefs des autres policiers. Donc on a rallongé la chaîne hiérarchique. Ces gens-là qui étaient très impliqués dans les affaires judiciaires, qui avaient d'ailleurs de relativement bons échanges avec les magistrats, on les a sortis du judiciaire pour faire de la gestion des autres. Et on a créé aussi cette espèce de rupture avec l'institution judiciaire, avec aussi là un autre paradoxe qui est on se plaint d'une justice qui ne met pas les gens en prison, qui n'est pas assez sévère. Or, ce qu'on constate, c'est exactement l'inverse. Il y a de plus en plus de gens en prison, de plus en plus de gens suivis par la justice. Donc, ce qui est aussi surprenant, c'est que les policiers n'ont pas une visibilité claire de ces résultats. Je voudrais m'arrêter sur l'épineuse question des heures supplémentaires, parce que c'est vrai que c'est un sujet au sein de la police. 23 millions, rendez-vous compte, 23 millions d'heures non payées qui ont été accumulées par l'ensemble des policiers. Ça représente
représente 275 millions d'euros. Alors Christophe Castaner s'est engagé, c'est vrai, il y a 15 jours sur le plateau de l'émission Politique. Est-ce qu'une partie des heures sup soit payée d'ici la fin de l'année? Je crois que 26 millions d'euros seront débloqués dans le prochain budget, le budget 2020. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est un début de réponse? Alors c'est un très bel exemple de la surdité de nos gouvernants. Les heures supplémentaires, le dossier des heures supplémentaires, c'est la double peine. La première peine, c'est le prix qui est proposé par ce gouvernement de 12,45 € brut. On rappelle que le SMIC est à 7,48 €, quel que soit votre grade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice fiscale dedans. Et puis la double peine, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait le constat autour de la table et dans chaque média que le policier il est fatigué. Donc le policier, ce qu'il souhaite aujourd'hui, je pense, moi, c'est récupérer ses heures, pouvoir les poser et pouvoir être en famille. Et c'est pas ce qu'on lui paye à 12,47 €. Vous, ce que vous réclamez, c'est pas qu'on les paye ces heures supplémentaires, qu'elles soient monétisées, c'est plutôt qu'on puisse les prendre des vacances. Bien sûr. Justement, le dispositif qui va être mis en place dans les semaines qui viennent d'ici la fin de l'année, il est à plusieurs échelles en fait. Il y a un premier stock d'heures sup que le policier va garder sur son compte, je crois jusqu'à 160 heures, où il va pouvoir continuer à les poser, etc. Donc 160 heures, ça doit faire 4 semaines quand même pour récupérer, pour se reposer, en accord avec Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il pose ces heures? C'est ses collègues, effectivement, qui compensent à ce moment-là le travail. Il y a assez de policiers pour compenser les heures supplémentaires quand elles sont posées? Dans les moments de creux ou quand il peut le poser. Et c'est vrai qu'il faut trouver le moment opportun pour le faire. Donc ça, c'est jusqu'à 160 heures. Après, de 160 heures à 460 heures, le policier va pouvoir se faire payer ces heures-là. Donc jusqu'à 5 000 €, ce qui représente quand même une somme exonérée d'impôts. Et ça, cette rémunération va commencer à partir du mois de décembre et va se poursuivre l'année prochaine. C'est quand même l'objectif, c'est d'éviter cette bombe à retardement parce qu'on a plein de policiers qui partent en retraite plus tôt, avec des fois 1 an, 2 ans, 3 ans avant l'âge de la retraite, parce qu'ils ont ce stock d'heures sup et pendant ce temps-là, dans les services, ils ne sont pas remplacés. Et c'est pour ça qu'en plus du paiement des heures supplémentaires, il y a des réflexions, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur le temps de travail, sur les rythmes de travail, parce que l'objectif, c'est de ne pas recréer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce stock d'heures sup qui sera à nouveau ingérable. Donc moi, je suis pas d'accord avec vous dans la mesure où je trouve que l'administration a quand même pris à bras le corps ce problème. C'est une réponse qui peut-être n'est pas à la hauteur des attentes, mais comparativement à d'autres institutions publiques où ce problème est latent, il y a une réponse avec de l'argent à la clé, quand même jusqu'à 5 000 €, c'est pas rien, et une certaine justice sociale, c'est-à-dire les commissaires, les gardiens de la paix, tout le monde va toucher le même montant sur. Vous en avez combien, vous, Anthony Caillé, des heures supplémentaires? Moi, j'ai 160 jours sur mon compte épargne-temps et j'ai 850 heures supplémentaires. 850 heures. Plus les 160 jours. Et ça, c'est impossible à monétiser pour l'instant. C'est ce que Madame dit. Souvent, on attend d'être proche de la retraite et de partir 1 an ou 2 à l'avance. Mais je suis désolé, 12,47 €, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Élise Vincent, c'est un sujet, ça, la rémunération des policiers? Oui, ça en est un, mais on voit bien, au vu des témoignages autour de la table, payer ne suffit pas. Et c'est ça le vrai problème du ministère de l'Intérieur, c'est qu'ils ont lâché, au moment de la crise des Gilets jaunes en décembre dernier, ils ont lâché de l'argent, des primes. Ils lâchent là sur les heures supplémentaires une somme qui est très conséquente, mais qui n'est de toute façon reste très en dessous des 270 millions. Et on sait très bien qu'ils n'auront jamais les moyens de les payer, c'est ce que disent toutes les expertises. Et par ailleurs, on sait que le problème du ministère de l'Intérieur, c'est que l'essentiel de l'argent va dans la masse salariale. 85% des dépenses vont là-dedans. Et du coup, on n'arrive pas à faire les réformes de structure, on n'arrive pas à investir pour rénover les commissariats. On ne réforme pas notamment la question des carrières, la question du recrutement, qui sont peut-être aux racines du malaise actuel. Mais ça, c'est des réformes peut-être moins médiatiques, plus difficiles à porter pour un ministre de l'Intérieur, notamment un ministre qui passe beaucoup de temps sur les plateaux de télévision, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui n'a peut-être un peu de malice dans votre propos. Oui, mais c'est le propos de la journaliste, de titiller un petit peu et qui, malgré toutes ces déclarations d'amour, paradoxalement, je pense quand même à sa police, ne parvient pas à résoudre les problèmes de fond. Alors, il y a un livre blanc qui est annoncé pour la fin de l'année. Les réponses seront apportées en début d'année 2020. Mais quelle est la direction? De quoi cela va-t-il accoucher? On ne sait pas. Et c'est ça aussi qui crée une grande incertitude. Alors, avant de parler de ce livre blanc et des réponses, juste 2 points
précis. Les salaires d'abord, dites-moi si je me trompe, 1 770 € pour un gardien de la paix qui débute, 2 400 pour un CRS. Après, ça monte évidemment selon les grades et ça finit de 3 000 à 6 500 pour un commissaire divisionnaire. Mais ça, c'est quand même assez rare par rapport à la masse des policiers. 150 000 policiers aujourd'hui sur le territoire national. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas assez par rapport à la mission et à l'appréciation du danger que ça représente, Anthony Caillé ? Ben non, évidemment, je vais pas vous dire que c'est assez. C'est bien évidemment pas assez. Regardez un gardien de la paix qui arrive à Paris avec 1 750 € brut. Ouais. Il fait comment pour se loger ? Il y a pas la préfecture de police n'a pas de parc immobilier pour loger ses fonctionnaires. Moi, je comprends. Hein. Aujourd'hui, les jeunes, au bout de 4 ans, 5 ans, la première chose qu'ils font, c'est demander une mutation pour rentrer chez eux en province parce que la vie est moins chère, voilà, et moins compliquée. Et non, évidemment, c'est pas assez. Donc, une hausse de rémunération et un paiement des heures supplémentaires plus conséquent, ça, c'est pour vous un des points de réponse face au malaise ? Non, je pense que le premier point de réponse et l'urgence, c'est de laisser les fonctionnaires de police prendre leurs heures en récupération. Voilà. Je pense que les fonctionnaires de police... Ouais. Madame. Il faudrait parler aussi du paiement des heures de nuit. La rémunération des heures de nuit à 0,97 centimes de l'heure. Qui, dans notre pays, travaille pour 0,97 centimes de l'heure en heures de nuit ? Dans le privé, il faut savoir que les heures supplémentaires sont majorées de 25%. Alors, les salaires, les rémunérations, les heures supplémentaires. Et le deuxième point que je voulais aborder, Christian Moina, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de policiers en France ? On entend beaucoup la question des moyens. Est-ce que la solution, ça serait de recruter des policiers supplémentaires ? Alors, la question est importante parce qu'on voit que la France est relativement bien lotie si on considère le nombre de policiers par habitant. Ça, c'est un élément d'appréciation, mais évidemment, c'est pas le seul. J'ai été surpris de voir qu'on était plutôt en dessous de la moyenne européenne. 250 membres des forces de l'ordre pour 100 000 habitants en France, selon un classement de l'ONU. En Espagne, c'est 520. En Allemagne, c'est 298. Donc, on est en dessous. Oui, enfin, bon, on pourrait rentrer. Ça dépend comment on compte, mais on n'est pas si mal loti, en particulier quand on regarde les villes, parce que bon, on a aussi une concentration de policiers qui dépend du lieu dans lequel on est. Il y en a plus dans le centre de Paris que dans la banlieue. Non, justement, on peut pas être simple parce que si on considère que le métier de policier, c'est d'aller au contact de la population, il faudrait voir le nombre de policiers qui sont effectivement au contact de la population. Par exemple, en Angleterre, on a supprimé il y a quelques années 25% des effectifs policiers. Les gens ne se sont pas plaints. Pourquoi ? Parce qu'on a supprimé 25% de policiers qui étaient dans les bureaux. Donc ça pose la question de toutes ces missions. Beaucoup de policiers, par exemple, ne font que du maintien de l'ordre, font des accompagnements de voyage officiels, etc. Il faudrait comptabiliser combien ça fait d'heures. Pour tout ça, pour dire que la première question est peut-être l'argent, évidemment, compte, c'est pas pour nier ça. Mais c'est quoi le sens du métier ? Qu'est-ce qu'on veut faire à la police ? Est-ce qu'on peut lui faire tout et n'importe quoi ? Est-ce qu'on peut faire que les mêmes policiers sont un jour à faire du gilet jaune, le deuxième jour travailler sur le terrorisme et troisième jour servir quand on a le temps, servir la personne qui vient se plaindre. Je suis désolé, je ne vais pas développer longtemps, mais quand on regarde dans d'autres pays européens, il y a eu des politiques qui ont été mises en œuvre, des moyens mis en œuvre, des choix de politique publique. On a dit la police fait ceci, mais ne fait pas cela, sinon il n'y aura jamais assez de policiers. Si on veut mettre... Vous pensez à quel pays, par exemple ? On voit en Angletertre, en Allemagne, les pays nordiques, l'Espagne, à peu près tous les pays occidentaux ont mis en place des réformes policières mettant le public, allant jusqu'à confronter les policiers au public du quartier dans lequel ils travaillent. Et pour reprendre le titre de notre soirée, ce sont des pays dans lesquels la police n'est pas à bout de souffle ? Ou ça va mieux, en tout cas ? On est dans des systèmes qui sont, par exemple, beaucoup moins centralisés, beaucoup moins pyramidaux, avec toute cette pesanteur administrative, bureaucratique, qui est beaucoup moins forte dans ces pays-là. Elles auront lieu, ces réformes structurelles dont parle monsieur Camichès ? Je pense qu'on est vraiment dans une période de transition. La délinquance change, s'internationalise, passe par le numérique. Les citoyens veulent peut-être ont un besoin de sécurité différent, on veut une police disponible, et notre sociologie de la police, qui est fatiguée, évolue aussi avec beaucoup de jeunes, beaucoup plus de femmes, des jeunes qui veulent aussi travailler différemment dans cette institution. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment charnière. On a quand même une organisation de la sécurité complexe en France. Et c'est pour cela que les travaux sur ce qu'on appelle le livre blanc, qui va être un document rassemblant des propositions émanant de groupes de travail avec des policiers, des gendarmes, mais aussi des gens de la société civile, des chercheurs, est pour moi hyper important. Il y a des groupes de travail à la fois sur le domaine de l'organisation de cette administration parfois complexe, mais aussi sur les projets numériques, comment faire en
en sorte que les systèmes d'information fonctionnent bien. Des projets aussi de réforme sur les ressources humaines, on en a parlé, c'est hyper important. Et aussi les partenariats ou la coordination avec les autres secteurs. Donc là, c'est tout le chantier qui a débuté et qui devrait voir le jour pour la fin d'année ou le début de l'année prochaine. Qu'après, ça et derrière, se manifeste il faut des propositions qui voient le jour pour une modernisation, une transformation de la police. Mais à mon avis, elle est tout à fait nécessaire. Élise Vincent, sur les missions des policiers. Oui, effectivement, je pense qu'un des grands malentendus aujourd'hui, c'est aussi sur le service au public. La police nationale a du mal à rendre service, et notamment sur la chose toute bête qui est le dépôt de plainte, qui est le premier contact de la population avec le policier ou avec un commissariat, c'est est-ce que je peux déposer plainte, est-ce que c'est long, est-ce que c'est facile. Et aujourd'hui, on se rend compte que régulièrement c'est compliqué, que régulièrement aussi dans les commissariats, ils se retrouvent à devoir faire un tri, pas toujours par envie, mais par défaut, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils savent que derrière ça va pas aller au bout en termes de procédure, par exemple. Et la question de la procédure pénale, le problème des relations avec la justice, qui en réalité est au moins aussi dépourvue que la police actuellement. Et puis, ça, c'est le premier sujet très important. Et l'autre sujet très important, c'est que ce qui n'est pas si souvent dit, c'est que notre police, nos forces de l'ordre aujourd'hui sont confrontées à une forme d'obsolescence technologique vis-à-vis de tous les trafics, que ce soit les petits trafics au coin de la rue, aux plus gros trafics de stupéfiants internationaux. Pourquoi vous dites obsolescence ? Parce que tous ces gens-là, tous ces trafiquants, appelons-les comme ça, travaillent notamment avec des moyens technologiques sur Internet, le Darknet, ou des moyens téléphoniques chiffrés, cryptés, et que, on n'ose pas le dire, mais des fois, un certain nombre d'enquêtes ne peuvent aboutir en raison du manque de moyens du ministère de l'Intérieur au sens large, même des services de renseignement. Voilà. Ça, au bout du bout, ça pèse aussi sur le moral et ça participe au Oui, puisqu'il y a un sentiment effectivement de vider la mer avec une petite cuillère, ou en tout cas de ne pas pouvoir mener les procédures au bout. Et donc, c'est vraiment un vrai problème de confiance aussi du citoyen vis-à-vis de sa police, puisqu'il a l'impression que finalement rien ne peut être fait et que mieux vaut se débrouiller par soi-même. Perrine Sallé, à votre niveau et à votre vue de ce que vous comprenez, que vous appréhendez du malaise policier, quelle serait la bonne réponse ? Malheureusement, je vais dire un truc très franc. En tant que compagne, non, je peux vous dire qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. Pourquoi ? Parce que vous avez des suicides qui ne sont pas comptabilisés, parce que vous avez des personnes qui vont partir à la retraite plus tôt, parce que vous avez des personnes qui vont aller dans les bureaux ou alors qui vont aller dans les syndicats, etc. Et donc, ça fait des personnes en moins sur le terrain. Quand vous savez que la majorité des fonctionnaires de police est concentrée à Paris et que vous avez le copain de votre compagnon qui est en train de vous dire ça fait 6 fois, 15 fois que j'ai demandé ma mutation parce que je veux retourner voir ma femme qui va pas bien dans le sud de la France et qu'il faut que j'y aille. Peut-être que je vais prendre une dispo demain pour pouvoir y aller. Vous vous rendez compte de la pesanteur que ça a dans votre vie de famille. Vous avez vu ce film précédemment, ce fonctionnaire de police qui se tire une balle parce qu'il n'arrive pas à aller rejoindre sa fille. C'est ça le problème aussi. Manque de sécurité parce que vous n'avez pas suffisamment d'effectifs. Manque de réponse aux concitoyens parce que vous n'avez pas suffisamment d'effectifs. Et puis aussi, effectivement, cette problématique de mutation. Donc le recrutement, c'est ce que vous nous dites ce soir, c'est essentiel. Anthony Caillier, vous, quelle serait la priorité des priorités ? Il faut redéfinir les missions. Et il faut, à mon avis, recentrer le policier dans le cœur de la cité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au contact de la population. Il faut remettre les missions de police de proximité. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif du gouvernement. L'objectif du gouvernement, aujourd'hui, c'est les vases communicants, c'est-à-dire de vider encore un peu plus la police nationale au profit des polices municipales et des sociétés de sécurité privées. Et donc ça va poser un réel problème puisqu'on va de nouveau renforcer le caractère que je vous disais tout à l'heure, où on ne mettra le policier que sur des missions de répressive. Camille Chaise, et puis on en arrivera à la conclusion. Je suis complètement d'accord avec vous sur les missions, c'est le problème des policiers, mais d'autres professions comme les pompiers. En revanche, sur le recrutement, il faut encore du monde, je suis d'accord, mais il y a des réels efforts qui sont faits. Cette année, il y a 1400 postes supplémentaires créés, en plus du remplacement des départs à la retraite, etc. Donc c'est une réalité, et les 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires annoncés par le gouvernement pour les 5 ans, ils vont être réalisés. Donc il y a des efforts conséquents qui sont peut-être pas à la hauteur de toutes les attentes, mais qui sont là, et il faut bien le dire. Il y a des réponses qui seront apportées pendant le quinquennat. Christian Moinard ? Oui, on a aussi les effets d'une police nationale effet problématique, ça a été dit, qu'on va recruter des policiers qui viennent essentiellement de provinces, de régions, comme on dit maintenant, de petites villes, etc., de quartiers de classe moyenne où on vit relativement bien et qui sont projetés avec
quasi pas d'expérience dans des quartiers où il y a énormément de difficultés. Et la violence, c'est une violence physique, mais aussi c'est la violence de découvrir des secteurs de la société française où il y a de la pauvreté, de l'abandon, des violences intrafamiliales, etc., d'endroits où sont concentrés tous ces problèmes. Et donc, effectivement, le réflexe de ce policier qui est loin de sa famille, c'est de vouloir rentrer chez lui. Donc, une moindre implication aussi, parce qu'il a moins le temps, etc., dans des prises de contact avec des populations qu'il ne comprend pas toujours et qui, de toute façon, il n'a pas l'intention de rester dans ce secteur-là. Donc, il repartira et donc son investissement sera forcément moins fort qu'un endroit où il sait qu'il sera là pour 10 ans ou 15 ans. Vous avez le sentiment, Perrine Saleh, qu'il fait encore rêver ce métier de policier aujourd'hui ? Il fait rêver. Il fait rêver parce que vous avez quand même des valeurs qui sont extrêmement importantes. Vous avez cette volonté d'être au plus proche du concitoyen, de l'aider. Le film le démontre très bien. Vous n'avez pas que des manifestations gilets jaunes dans la police nationale. Vous n'avez pas que des affaires de grand banditisme façon les experts X ou Y. Vous n'avez pas de grands shows à l'américaine. Non, ce métier-là, il est au contact des gens. C'est un métier humain. C'est un métier humain qui est chargé de plein de valeurs républicaines magnifiques. Sauf que maintenant, la vraie question, c'est de se rappeler qu'il y a des humains qui portent cet uniforme. Et que dans cette famille-là, de la police nationale, il y a des vrais humains qui subissent les contre-coups de ce malaise. Vos petits-enfants, Dominique, si demain ils veulent devenir policiers, vous leur dites quoi ? Mon petit-fils veut devenir policier. Et vous lui avez dit L'aîné. quoi ? Il a su que je l'avais dit que je voulais pas qu'il devienne policier. Il m'a dit de toute façon, je deviendrai policier comme papa. Et il a 13 ans. Donc je sais que ça va continuer. On ne se rend pas compte du grave problème que la France, la police est malade en France. Et je pense que si le gouvernement ne fait pas quelque chose, ça va devenir catastrophique. Qu'est-ce que vous voudriez dire ce soir, peut-être aux policiers, aux gendarmes, aux membres des forces de l'ordre, qui nous regardent, j'imagine qu'ils sont nombreux, et qui broient du noir, qui sont peut-être dans la situation où se trouvait votre fils avant de commettre l'irréparable. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors moi, en tant que maman, je leur dis de s'exprimer, de parler. Ses collègues me disent toujours « on va perdre notre boulot, on va être mis au placard ». Tant pis, c'est pas grave. La vie n'a pas de prix. Donc tout ce que je demande aux collègues de mon fils, c'est de se confier. Soit à ce numéro, s'ils en ont le courage, parce que moi j'en doute. Oui, et on le voit qui s'affiche. Parce que je pense qu'une personne qui est très mal, mon fils n'aurait jamais fait ce numéro, mais au moins de se confier à des associations pour pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir parler librement, ou à des collègues ou à sa famille. Mais je demande aux collègues de mon fils, et c'est mon discours depuis le décès de mon fils, de s'exprimer, de parler. C'est tout ce que je leur demande, pour essayer de sauver leur vie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre témoignage et de l'avoir partagé avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir pour cette soirée. Fin de cette grande soirée continue sur le malaise policier dont on souhaitait aussi se faire, nous, à France 2, le porte-voix. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui agissent, rappelons-le, pour notre protection au quotidien. Merci à Nathalie Bourdon et les équipes de France TV Studio pour la préparation, Philippe Lallemand, bien sûr, pour la réalisation et à toutes les équipes techniques de France 2. Et puis surtout, merci à vous pour votre confiance et votre fidélité. On se retrouve samedi 14h pour parler conso dans le MAG Tout compte fait. Passez une très belle soirée sur France 2.